Bonjour et bienvenue chez les GG, mesdames et messieurs. En ce jeudi, nous sommes le 20 octobre 2022. Merci de votre fidélité. Merci à vous qui nous rejoignez en région à Bokeh sur 99.7. Même fréquence du côté de Kindia, 99.7 également en modulation de fréquence. Merci à ceux qui nous rejoignent à l'international, évidemment, grâce à Sola Media. Guinénews.org relaie cette émission. Retrouvez l'intégralité des GG sur guinée114.com, mesdames et messieurs. Avec plaisir, évidemment. Si vous souhaitez intervenir en direct dans l'émission, vous avez plusieurs possibilités. Vous partez sur nos différentes plateformes. GG au 8037 si vous êtes abonné chez Orange. Sinon, ça se passe évidemment aussi sur ce numéro qui s'affiche juste en bas de l'écran. Cela 00224 657 39 13 13. Sinon, évidemment, ça se passe là également sur le hashtag Espace GG. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans notre émission. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. Le procès des massacres du 28 septembre est en cours. Depuis l'ouverture des audiences le 28 septembre dernier, les victimes et leurs proches suivent avec attention les débats. Ils ont attendu ce moment et les accusés nous replongent dans cette histoire douloureuse de notre pays. Plusieurs organisateurs de cette manifestation réprimée donc en 2009 sont cités à venir témoigner, soit par les avocats ou les inculpés. Plusieurs sans Baouri pour l'heure. Pourtant, dit-il sans cesse, c'est lui qui a présidé la commission d'organisation du meeting. Il est toujours présent au tribunal et se dit prêt à livrer son témoignage si on lui demande. Nous en parlons ce matin, mesdames et messieurs, avec notre invité, vous avez compris, c'est bien sûr Baouri. Il est le président de UDRG. Il sera avec nous dans cette émission ce matin. D'autres sujets viendront saluter à tout ceci pour votre plus grand bonheur. Les grandes gueules avec vous jusqu'au port de midi. Jacques Lewalino, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour à vous, mon cher Antoine Koroma. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, allez, famille Antoine. Mohamed Mara, bonjour mon cher Mohamed. Bonjour Lamine, bonjour au peuple Kissia, bonjour à tous. Voilà, allez, bienvenue. On s'intéresse évidemment à l'actualité, Mohamed Mara, et on parle de la CRIEF ce matin. Plusieurs cadres comparaissent, mais avec ce dossier. Oui, plusieurs cadres se poursuivent désormais à la CRIEF, mais il y a un dossier qui a retenu notre attention au niveau de la CRIEF, parce que sortant un peu de l'ordinaire, vous savez, pour l'essentiel des dossiers qui sont en train d'être épluchés actuellement par la Cour de répression des infractions économiques et financières, on trouve toujours l'État. En tout cas, la plupart du temps, on trouve l'État qui poursuit un individu ou un groupe de personnes, justement pour des supposés frais, pour des présumés faits de prévarication de deniers publics. Alors, mais ce dont il s'agit cette fois-ci, c'est plutôt des particuliers qui poursuivent d'autres particuliers. Alors, j'avoue que c'était une curiosité pour moi. Je m'étais rapproché de la CRIEF il y a 2 jours pour tenter de comprendre. Et là, on m'a expliqué que non, à partir du moment où le montant incriminé dépassait le milliard de francs guinéens, que la CRIEF était bel et bien dans son rôle et donc elle pouvait être saisie. Je rappelle que même des entreprises privées peuvent faire même l'objet d'être de poursuites devant la CRIEF, justement. Alors, il y a 2 histoires en ce moment qui défraient un peu la chronique là-bas. La première, il s'agit d'un important cambiste que tout le monde connaît du côté de Kaloum, qui poursuit justement des gens. Je vois Lamine qui sourit. alors, cette histoire, elle est là-bas avec Elhaj Abdraman. Recambolesque. Justement. Très bizarre. Alors, il y a l'autre dossier qui est en train de faire trembler la ville de Guékédou. Guékédou meurtri, Guékédou qui a été, vous savez, lacéré, Guékédou qui a été dépouillé complètement de sa chair, décimé. Ouais. Alors, les fils de Guékédou se battent depuis... Comment Guékédou il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Il finit Jacques. Voilà. Il y a 20 ans. En fait, ce qui est arrivé à Guékédou, moi, me fend le cœur, parce que jusqu'à aujourd'hui, partout dans le monde où la guerre a touché, où il y a eu des mais ce moments qui se passe n'engage pas la ville. Attendez, ce que je veux te dire, tu comprendras, c'est que malgré tout, on attendait que les cadres de Guékédou s'impliquent un peu plus, surtout ceux qui ont été quand même au sommet de l'État, s'impliquent un peu plus pour que l'État reconstruise Guékédou. Mais aujourd'hui, on parle de quoi? Alors, on parle d'un vol de coffre-fort. Qui est le plaignant? Il s'appelle Monsieur Edouard, comment il s'appelle, Koundouno. Edouard Koundouno est donc directeur général adjoint. C'est important. Il n'est pas le directeur général. Il est le directeur général adjoint d'un groupement
qui s'appelle ECC Guinée et MSGIE, donc groupement d'intérêt économique. Il en est le directeur général adjoint. Plus tard, on va s'interroger sur qui est le vrai directeur général. Oui. Alors, c'est en cette qualité qu'il porte plainte. Il porte plainte à la CREEF parce qu'il a perdu un coffre-fort. Et le coffre-fort en question, comment est venue l'affaire? Vous vous souvenez quand le CNRD est venu, le 5 septembre 2021. Les semaines qui ont suivi, vous vous rappelez, des opérateurs économiques guinéens importants ont enregistré des descentes de militaires à l'époque dans leurs différents domiciles, avec des véhicules qui avaient été saisis, pour certains, je dirais, enlevés carrément, des sommes importantes d'argent. On connaît, j'ai là le cas de quelqu'un en tête, qui ont été emportés et qui n'ont jamais fait l'objet de déclaration. Alors, c'était la panique dans la capitale. Les gens ont commencé à planquer l'argent. Alors, M. Edouard Koundounou, en ce moment-là, a eu une discussion avec qui? Avec sa tante. Sa tante qu'il a hébergée à Kindia quand il était étudiant et chez laquelle il a passé toutes ses études universitaires. Alors, il l'appelle pour lui dire, j'ai quelque chose à cacher, j'ai quelque chose à planquer. Alors, autour de l'appel, il y a une discussion parce que la dame dit que c'est son neveu qui l'a appelé à la barre. Mais le neveu dit que c'est sa tante qui l'a appelé pour lui dire, viens cacher ton argent chez moi. La question est de savoir comment la tante a su qu'il disposait d'autant d'argent. Alors, il finalement achète un coffre-fort qu'il amène chez sa tante, mais il précise que sa tante, bizarrement, n'habite pas cette villa. Ça, vers les Dapompa, la tante n'habite pas cette maison. Sa tante habiterait ailleurs. La question est de savoir comment est-ce qu'il peut déposer de l'argent dans une maison où n'habite pas sa tante. Mais il y a des neveux, il y a des nièces, il y a des gens. Alors, on envoie l'argent dans un magasin situé à l'intérieur même de la chambre supposée de sa tante. Où deux filles passeraient la nuit, dont une certaine Françoise. Donc, on envoie là le coffre-fort qu'on met à l'intérieur de ce petit magasin. Le magasin est fermé et M. Edouard insistera pour que le fils de sa tante, donc son cousin qui s'appelle Tambasoye, celui-là, comment on dit? Tambasoye. Ok, excusez-moi, voilà, de la prononciation, Tambasoye. C'est la parole. Justement, donc qui demande, alors dans cette histoire c'est vraiment la parole, hein. Tambasoye alors est ordonné de changer la serrure par son cousin. Donc ce qu'il fera, il va changer la serrure et les clés sont remises à monsieur Abraham. Abraham plutôt à monsieur Edouard. Alors le lapsus est important. Tellement tu es pressé d'arriver. Non, à pas Abraham. du tout. Pas du tout. Dans la tête, il a vendu la mèche. Il a déjà vendu la mèche. Donc, monsieur Edouard va partir avec les clés. Il s'en va avec les clés et il a plusieurs chantiers, dit-il, dans la ville. Donc, c'est quelqu'un qui bouge tout le temps entre des chantiers. C'est un entrepreneur de bâtiment, ce qui se comprend. Alors, il reste avec les clés. On était à la fin septembre, début octobre 2021. Février 2022, donc cette année, 8 mois, c'est une des filles qui habite à cette chambre, donc Françoise, qui l'appelle, qui passe le voir à Lambagné pour lui dire « J'ai des affaires personnelles dans le magasin que j'aimerais récupérer après 3 mois ou 4 mois environ. » Donc, il remet les clés à la fille, qui retourne donc à Dapompa et va ouvrir ce magasin. La fille l'appelle immédiatement pour lui dire, écoute cousin, je ne vois pas ton coffre-fort. Ça c'est la deuxième question que je me pose. Apparemment tout le monde dans ce bâtiment était au courant qu'il y avait un coffre-fort avec une importante somme d'argent dans ce magasin. C'est un problème. Alors immédiatement il vient sur les lieux. Effectivement le coffre-fort a pris la clé des champs. On cherche, on interroge tout le monde. Personne ne sait. D'ailleurs, il avait dans un premier temps appelé sa tante, donc qui est la maman des enfants, qui était venue sur les lieux et qui lui avait dit, j'ai demandé à tous les enfants, personne ne semble avoir vu ton coffre-fort. On cherche de fil en aiguille, l'affaire s'enlise, des discussions en discussion dans la famille. Finalement, la tante raconte à la barre qu'une fois, alors elle-même était allée à la prière un dimanche et elle se rend compte que son téléphone, il y avait pas mal, en terminant, il y avait pas mal d'appels en absence. Elle prend le dernier appel en absence
qu'elle rappelle, c'était celui de son oncle. Vous allez encore voir pourquoi j'ai dit bonjour au peuple Kissia. Vous allez découvrir quelque chose. Elle était à l'église. On l'a appelée. Elle sort, elle va voir son oncle et elle trouve là toute la famille est rassemblée. Mais toute la fratrie est là. Alors, on lui dit, il faut entrer dans la maison. À l'intérieur de la maison, il y a un féticheur. Voilà pourquoi je dis les Kissiens, c'est vraiment un cas spécifique. Le féticheur attend avec ses fétiches parce que lui, c'est le détecteur de mensonges. Je crois qu'il y en a aussi chez les Diakaki. C'est un détecteur de mensonges, le féticheur. Oui. Alors on dit à la dame, voici le fétiche, tu dois poser la main dessus et prêter serment que tu ne sais rien dans cette histoire d'argent. Et elle raconte effectivement qu'elle avait prêté serment. Avant de partir, on lui a donné une noix de cola qu'elle devait manger. Et elle l'a fait également, elle est partie. Elle dit donc que c'est plus tard qu'on lui apprendra que son fils, Tambasoy, qui aussi avait été soumis au même exercice, aurait pris peur et aurait tout avoué. Donc il aurait tout avoué. D'ailleurs, j'ai vérifié, on a vérifié, finalement, cela semble assez plausible. Donc, le jeune dit effectivement que c'est lui qui a piqué le coffre-fort. Mais vous savez, les coffres-forts, les gros coffres-forts, quand même, vous avez beau être balèze, c'est pas quelque chose que vous transportez sur votre dos comme ça. C'est clair. Il faut nécessairement des complicités. Alors, toutes les questions sont posées pour qu'il y ait pour que les complices soient dénoncés. Il n'y en a pas. Ils ne parlent pas. Finalement, sous la pression, il les conduit vers le quartier de choses de Sanaya. Voilà. Et justement, dans votre quartier là, vous qui êtes sur l'autoroute, et dans un véhicule banalisé, cette fois-ci dans une valise, il y avait une importante somme d'argent. Moi, je serais curieux qu'à la CRIEF, qu'on demande combien il restait vraiment dans cette valise. Parce que le jeune homme n'aurait subtilisé qu'une petite partie de l'argent. Et donc on se rend compte qu'il manquait, c'était de deux sommes en devises, il manquait 1 460 880 euros en espèces. Et oui, monsieur Guirassi, il y a des gens qui sont capables de garder ça à la maison en Guinée. Et puis il manquait également 1 360 000 $. Le jeune homme avait déjà piqué ces montants. Alors, des questions lui sont posées pour savoir au moins qu'est-ce qu'il a fait de l'argent, où est-ce qu'il est allé planquer l'argent. Aucune réponse. Finalement, aucune solution n'étant trouvée dans la famille, monsieur Edouard lui-même va prendre la responsabilité de saisir la CRIEF. Vous savez, la CRIEF, c'est l'épouvantail du moment. C'est l'empêcheur de tourner en rond du moment. C'est l'institution qui coupe le sommeil à tout le monde en ce moment dans ce pays. Donc, ils se sont transportés. Sauf que c'est par voie de citation directe. Donc, on ne laisse même pas la possibilité au procureur, donc au parquet, de mener des enquêtes. Parce que quand vous saisissez par voie de citation directe, c'est le plaignant, si vous voulez, qui maîtrise la procédure pratiquement. Bah, sauf que c'est quand même un cas de délit, donc de faute pénale. Et donc, par conséquent, moi, j'aimerais bien que le parquet s'intéresse à ce dossier de près. Parce qu'il est important aujourd'hui de jeter un regard sur la taille des entreprises incriminées. Les grandes gueules. Pour qu'une entreprise puisse thésauriser comme ça, quelque part, 1 460 000 euros et 1 360 000 euros, sans en avoir besoin, jusqu'à oublier le montant, pendant plus de 3 mois, sans que son fonctionnement n'en soit affecté, ce n'est quand même pas Guico Press. Évidemment. Ce n'est quand même pas Guico Press. Donc, je me dis qu'il faudrait quand même jeter un regard sur la taille de ce groupement pour savoir est-ce que financièrement cela est possible. Deuxièmement, tout à l'heure un nom a fuité. C'est monsieur Abraham Richard Kamano. Nous découvrons qu'il n'est autre que monsieur Abraham Richard Kamano est le frère de la dame qui est poursuivie. Waouh. Donc l'oncle du neveu Tambasoy qui est aujourd'hui en fuite. Et l'autre, monsieur Edouard Kunduno, qui est le poursuivant. Abraham Richard, c'est qui? J'en viens. Je n'avais pas vraiment regardé ça. Monsieur est habillé à la Tupac ce matin. Et Karim Benzema. C'est l'ancien directeur national du budget. Eh ben voilà, il est passé. C'est l'ancien national tout puissant du budget. Vous vous rappelez qui était un des gourous de Gekedou, je dirais même un des papes. Je vois mon ami qui me regarde, oui. Et quand tu t'en prends tous les jours au Kouranko, aujourd'hui je vous tiens. Donc, il est bizarrement l'oncle également du plaignant.
Et d'où ma question, qui est le directeur général et le vrai propriétaire de ces groupements également? Moi, je ne fais que soulever des questions, à la CREAF de tenter d'y répondre, même si on nous fait comprendre que c'est une affaire avant tout entre particuliers et que c'est par voie de citation directe. Monsieur Abraham Richard Kamano était, jusqu'à très récemment, le directeur national du budget, tout puissant directeur général du budget. Son neveu est celui qui porte plainte quand même pour une sorte de vol d'un peu plus de 3 millions, l'équivalent de plus de 3 millions de dollars en espèces entre les mains de deux neveux. Un montant qu'on place et qu'on peut oublier comme ça, et sans qu'on en ait besoin pour faire tourner une société. Et puis, celle qui est poursuivie quand même n'est autre que la sœur, et donc l'oncle de celui qui porte plainte. C'est une histoire familiale qui a été très mal gérée, mais qui est en train d'ouvrir les yeux de beaucoup de gens, en fait, qui peut ouvrir nos yeux sur ce qui s'est passé dans un récent passé dans notre pays, avec les différents cadres de notre pays. En tout cas, il faudrait que la CREAF s'intéresse de plus près. L'affaire est entre les mains du président, j'apprends, de la chambre du jugement, qui a condamné, vous vous rappelez récemment, M. Silla, l'ancien DAF de la Cour constitutionnelle, et d'ailleurs ça bouillonne désormais. Parce que, à commencer par le président de la Cour constitutionnelle et plusieurs au cadre de cette institution défunte, désormais sont aussi inquiétés, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un DAF ait piqué tout cet argent, que le contrôleur financier ne soit pas inquiété, que le président, l'ordinateur ne soit pas inquiété. Ça, c'est à vérifier. Encore une fois, Laetitia, je vous adore, bravo, oh bravo, oh bravo, Don Pilot. Antoine, bonjour mon cher Diba Milimono. Bonjour Lamine et bonjour à tous et on va réagir tout de suite. Ah, t'es qui c'est aussi Diba? Oui. Eh ben, ok. Non, lui il est comme moi, il est métis. Il est métis. Ouais, je suis métis, mais bon, je suis qui c'est. Les pieds noirs. Voilà, les pieds noirs. C'est juste incroyable, oui, mais c'est bien incroyable parce que je pense que si on restait dans le cadre familial, on aurait pu gérer ça à ce niveau et puis obtenir aussi solution. Mais le montant, il est important. Et le principal accusé dont on dit qu'il a reconnu devant le féticheur qu'il a pris cet argent, on ne le retrouve pas. Donc la dame elle-même, il y a des soupçons. Pour l'instant, elle nie devant à la barre qu'elle n'a pas pris l'argent. C'est son fils qui a pris l'argent, en tout cas selon les informations qu'on lui donne. Mais ces détails que soulève Mara est en tout cas important, puisque vous avez Edouard qui est entrepreneur et qui en principe gère beaucoup de chantiers. Mais cela veut dire que, évidemment, c'est une société qui a un compte en banque et donc qui peut mettre de l'argent là-bas et prendre quand c'est nécessaire pour pouvoir financer ses travaux. Si on vient à solliciter un bâtiment, une maison, une chambre, un magasin à domicile pour déposer de l'argent d'une entreprise, il y a des questions qu'on se pose. Et évidemment, le lien familial, il existe aussi et ce n'est pas caché. La femme qui est poursuivie est la sœur de l'ancien directeur national du budget. Et Edouard est le neveu de Abraham Richard. Est-ce que cela veut dire que Richard a quelque chose à voir avec ce qui se passe? C'est trop tôt de le dire. Encore une fois, je pense que les juges qui ont en charge le dossier ne vont pas tout simplement se limiter à poursuivre les voleurs suspectés. On pourrait tout naturellement s'interroger remonter plus haut, évidemment. Voilà. L'origine. Beaucoup d'argent, 1 million. Oui, d'abord il faut rappeler que c'est 1 600 000 euros et 1 700 000 dollars. Alors l'argent qui a été rendu par Tambaso et Kamano, c'est 700 millions de francs guinéens qui ont été rendus. Sur les 1 million? Oui, c'est 700 millions de francs guinéens. Attention, je te parle là de ce qui a été dit à l'audience lundi. Oui, non. Voilà. Là, c'est même pas ce qui a été dit au départ. Faites juste les calculs. Vous savez, le dossier là, Lamine, quand on faisait Espace Expression, on est revenu dessus. Babila notamment avait mené les enquêtes. C'est une affaire familiale qui a été très mal gérée et qui aujourd'hui remonte à la surface. Vous savez, Richard Kamano, l'ancien directeur national du budget, il a grandi avec Edouard.
Edouard, l'entrepreneur. C'est son petit frère. Donc, ils ont grandi ici à Kindia. Ouais. Donc, dans la famille, lorsque l'autre arrive à tirer son épingle du jeu, on dit, mais il faut aider tes cousins, il faut aider tes frères, il faut trouver de l'emploi pour tel ou pour tel. Donc, Tamba Soy Kamano, il faut rappeler qu'il travaille au niveau de la Direction nationale des impôts. Donc, il travaille là-bas. Et donc, Edouard, lui, il est entrepreneur. Donc, le monsieur, il a amassé fortune. Et quand le régime a changé, et avec les descentes dans les maisons et tout, sa tante lui a dit, mais tu as de l'argent avec toi, et tu peux amener l'argent, on va garder la somme. Donc c'est sa tante, il a grandi même dans cette maison. Et le fils de Madame Fanta Kamano, Tamba Soy Kamano, c'est son cousin. Et donc il dit, d'accord, puisque c'est ma tante, c'est la soeur à ma maman, donc j'envoie l'argent. Donc il dépose le coffre-fort. Et ensuite il revient quelques jours après, lui-même, Edouard, pour chercher 2 milliards sur la somme. Puisqu'il est dans les BTP, et selon, à l'époque, l'enquête qu'on avait menée, il est parce que c'est l'actionnariat. Il y a d'autres actionnaires dans l'entreprise. Oui. Donc, ceux-ci ont demandé de l'argent. Ils ont dit, on doit faire face à certaines dépenses, puisqu'on a des marchés en cours. Donc, il part, il cherche 2 milliards, il prend l'argent, et entre-temps, quelques jours après, il y a une de leurs cousines qui part à la maison et qui constate que le coffre-fort a disparu. Et de fil en aiguille, la famille a cherché à s'y regrouper. Incroyable. On a mis la pression. Mohamed Mara est intelligemment revenu sur le rôle qu'a joué le marabout. Et donc, finalement, il y a Tamba Soy qui reconnaît. Il reconnaît et il donne certains noms. Ouais. Il donne d'autres noms comme complices dans cette affaire. Et dans la note, il y a des noms qui ont circulé comme quoi certains de ses amis, on parle d'un certain Ousmane, qui aurait assisté à la sortie de cet argent comme complice, parce que pour déplacer quand même un coffre-fort, il faut des complices. Donc, il y a des noms qui ont été cités. Ouais. À l'époque, on parle d'un certain Ousmane qui est un voisin et qui aussi aujourd'hui est introuvable. Et donc, finalement, on lui met la pression. Et les infos qu'on a reçues à l'époque, quand on a recoupé, qu'il aurait rendu 700 millions de francs guinéens. Sur les 1 600 millions d'euros. Ouais. Et parce qu'il y avait en dollars et en euros. Donc il rend 700 millions de francs guinéens. Incroyable. Et donc Edouard se sent désabusé. Il dit c'est la famille quand même. Ouais. Donc il porte l'affaire devant la justice. Il porte l'affaire devant la justice. Les grandes gueules. Et finalement, Madame Fanta Kamano, selon ce qui se susurrait, avait très mal vu du fait que lui, son fils, qui avait décidé à l'époque d'aller à la Direction nationale de l'impôt, Edouard, lui, il a décidé d'entreprendre. Donc, vous savez, dans les familles, il y a des rivalités entre les enfants et tout. Ouais. Donc, je ne vais pas rentrer dans le problème familial, parce que jusqu'à Guéguédou, l'affaire allait jusqu'à Guéguédou. Pourquoi le nom de Richard revient dans cette situation, le directeur national des impôts? Donc, on lui dit, c'est lui qui aurait du budget, pardon. C'est lui qui aurait aidé Edouard à faire fortune, il aurait cotié, aidé à avoir des marchés et tout. Et que son fils, lui, quand il est venu, au lieu de l'aider aussi, lui, on l'a envoyé au niveau de la direction nationale des impôts. Et donc, dès que l'affaire a éclaté, Madame Fanta Kamano donc, a donné le nom de Richard pour dire, mais attendez, nous, on me persécute, mon fils et moi. Mais n'oubliez pas que moi je pense que le propriétaire de cette somme c'est l'ancien directeur national du budget. Wow. Et donc c'est là que tout part. Et finalement l'affaire est portée devant la famille et le monsieur se voit dans l'obligation aussi de se défendre pour dire mais vous ne pouvez pas m'accuser ouvertement. Vous avez Edouard, votre neveu, qui a déposé l'argent à la maison et on vole son argent et vous ne voyez personne si c'est pas moi. Moi j'ai aidé la famille, il n'y a pas ce que j'ai pas fait pour vous. Et donc des informations filtrées à l'époque, il y a même des hommes en uniforme qui ont effectué des déplacements à Lambaye pour dire que la dame aurait aujourd'hui des propriétés à Koya, à Dobrika et à Lambaye, Madame Fanta Kamano. Donc tout cela reste à vérifier. Maintenant, l'affaire, ils n'ont pas su gérer et il y a le nom d'un artiste, nom des moindres du pays, qui est cité dans cette affaire, qui est de la famille Kamano. Et voilà. Et donc, oui, cette affaire, Lamine, moi je vais pas... L'artiste Kamano. Voilà, un artiste Kamano. En tout cas, non des moins du pays, qui serait l'un des cousins. Que nous connaissons. Non, moi je était là avant-hier. En fait, Lamine, c'est une affaire rocambolesque, comme on dit. S'il y a 2 Kamano artistes en Guinée. Et aujourd'hui, moi, c'est qui le deuxième? Ce que je déplore. Antoine Kamano. Lamine, ce que je déplore. L'artiste c'est Foudis Kamano. Voilà. Ce que je déplore, Lamine, c'est un duel de famille, de rivalité.
Un crime qui aurait mal tourné. Les grandes gueules. Et il faut rappeler une chose, et chez nous, en terre Kissi, le Kissien, en fait, il tient beaucoup, il aime beaucoup son neveu. Ouais. Neveu, surtout le fils de sa sœur. Voilà. Il aime beaucoup son neveu, c'est comme un enfant, il le protège, il le garde pour lui. Selon Marcel, c'est le bébé gâté, voilà. Chez nous, donc, c'est le bébé gâté. Et donc Richard aujourd'hui, beaucoup se disent, il se sent un peu comme s'il était vu comme un étranger, comme un mulâtre et qui n'appartenait pas à la famille, qui a fait fortune. Et donc on dit, mais lui, on sait comment son papa a quitté le village. Donc ils ont rentré dans des choses, des persécutions. Je ne vais pas rentrer dans ça. Mais ce qui est important aujourd'hui, l'affaire est devant la justice. Je pense que le fait que Tamba Soe Kamano a décidé de disparaître dans la nature, je crois que la maman, s'il y a cette bonne volonté, pourrait avoir d'amples informations pour situer la justice sur l'orientation des autres fonds, leur destination, pardon, parce que sur une somme aussi importante, si c'est une petite partie qui est rendue, ça veut dire que certainement, il y a beaucoup de responsabilités dans la disparition de cette somme. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, la justice doit pousser cette affaire, vu que l'affaire a déjà été portée. Mais ce qui est important à dire aujourd'hui, c'est que la destination, le fait d'envoyer l'argent à la maison, ça a donné beaucoup à réfléchir à beaucoup de citoyens, à beaucoup de personnes, pour dire mais pourquoi un tel acte. Mais ce qui est important, je pense, en espèces en plus. En espèces, mais ce qui est important aujourd'hui, je pense qu'il faut que la dame coopère, puisque l'argent était chez elle. C'est son fils aujourd'hui qui est mis en l'index dans cette situation. Il faut qu'elle coopère, et je pense que dans les mois à venir ou les semaines à venir, d'autres noms vont fuiter, vont sortir. Parce qu'il y a beaucoup de ramifications, il y a même des médiations qui sont faites au haut niveau, parce qu'il y a des gens qui ont des bras longs pour essayer à un moment donné, d'étouffer l'affaire. Voilà, mon cher Antoine, Fanta Kamano, il faut le rappeler, et cette somme, 1 460 880 € quand même. Oui, si on a pu prendre... Ce n'est pas tout. Et 1 360 000 $. Alors justement... Non, je dis, vous savez, les dernières informations, je te dis à la barre les montants qui ont été déclarés avant-hier. Vous êtes dans quelque chose qui remonte à plusieurs mois. Mais après tout, à la barre finalement, puisque le procès s'est ouvert avant-hier. Et je signale que le procès va reprendre le 25. Parce que des enregistrements auraient été opérés justement après l'arrestation du jeune, avant qu'il ne s'enfuit de monsieur. Donc, l'un des témoins hier, justement, qui était revenu là-dessus, a annoncé au président donc, du tribunal que c'est de la cour que ces enregistrements-là existaient. Et donc, les enregistrements vont être versés au dossier et le procès le 25, par la grâce de Dieu, on sera dans la salle pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, parce que les questions quand même demeurent. Le montant rendu, en réalité, ça n'a pas été dit là-bas. Et honnêtement, la famille elle-même a intérêt à ce que le montant rendu, déclaré, soit minime, pour qu'on n'ait pas une idée justement de ce qui a été déposé au départ. Et puis deuxièmement, c'est quand même bizarre que le monsieur porte plainte au nom de l'entreprise. Pourquoi l'argent n'était pas sur les comptes bancaire de l'entreprise? C'est vous qui avez déposé l'argent, mais vous allez porter plainte en représentant l'entreprise et d'autres personnes. Qu'est-ce qui est en train d'être caché? Voilà les questions quand même. Et puis les propriétés de la dame. C'est pas compliqué que la justice s'intéresse à toutes ces propriétés aujourd'hui. La datu est là, on peut savoir le conservateur foncier pour savoir est-ce qu'elle a les moyens de s'acheter justement toutes ces propriétés. On peut remonter à partir de ces choses pour faire la lumière. Mais cet argent de près de 3,5 millions de valeur ne peut pas être déposé dans des maisons en France. À ce que je sache, le simple fait de détenir cet argent liquide, c'est un délit en Union européenne. Vous ne pouvez même pas détenir ce montant en liquide. Voilà, allez-y, mon cher Antoine. En fait, à écouter cela, vous sortez carrément sonné. Ce matin, je suis complètement sonné. Ouais, pour une fois, oui. Oui, j'entends. On voit son visage. J'entends ces montants et puis je me demande si c'est vraiment réel. Non. Au-delà du réel, est-ce vraiment en Guinée ça? Ouais, c'est en Guinée. Et Tamba Soe Kamano, il ne faut pas l'oublier. Il y a en fuite. Les grandes gueules. Ça peut être un nom à rechercher parce que il y a l'histoire de Siapopo Prosper, vous vous rappelez de la BCAO en Côte d'Ivoire. Il a été un héros de ce côté-là. C'était le prisonnier le plus protégé, le plus gardé à l'époque parce qu'il avait volé de l'argent à la BCAO, tellement c'était important.
des couteaux avaient leur nom qu'il avait avec lui. Donc on n'avait pas intérêt à ce que quelque chose lui arrive. Même quand il a un mal de tête, on déplace une ambulance pour prendre soin de lui. Pour ce qui est de cette histoire de milliards avec la famille Kamano, il faut clairement indiquer, ça c'est la question que je me pose, pourquoi est-ce qu'un entrepreneur qui n'est pas de l'État, qui n'est pas un cadre de l'administration, irait cacher son argent parallèlement à la banque? Pourquoi est-ce qu'il irait cacher son argent en famille, pas en banque? Parce que je n'ai rien à craindre. Je suis entrepreneur, j'ai mon entreprise. Les montants que je gagne, c'est sur la base des contrats que je scelle avec soit l'État ou avec des particuliers. Donc, un nouvel État qui arrive, des militaires qui viennent, je n'ai pas à craindre d'être inquiété dans la mesure où je gagne mon argent en toute transparence. Légalité, ouais. Voilà. Plus de 300 millions en devises cachées dans une maison, c'est que ça cache des choses. Non, Mara dit quand on comptabilise tout le montant qui est incriminé, c'est plus de 300 millions d'euros. Les grandes gueules. 300 millions. Je dis 3 millions et demi. C'est 3 millions Voilà, et demi. 3 millions et demi. Même Voilà. ça, c'est important. En milliards de francs guinéens. C'est beaucoup de milliards. C'est beaucoup d'argent, là. Voilà. Donc, on va cacher ça dans une famille. Mais qu'est-ce qu'on craint? Qu'est-ce qu'on fuit? Qui cache quoi et pourquoi? Donc, qui cache quoi et pourquoi? Parce que c'est important de savoir le qui. Le qui est important. Ouais. Et Edouard, qui ouais. est-il Ouais. pour se cacher de l'État? Ouais. Il n'est qu'un simple entrepreneur comme beaucoup d'autres. Donc, je sais que à la CRIEF, il y a des dossiers ouverts contre des personnes. J'ai appris des choses d'Amine. Lui, au moins, il l'a mis dans un coffre-fort. Certains l'ont mis dans des châteaux d'eau, sur les maisons, sur leurs bâtiments. Oui. Vous savez de quoi je parle? Non, pas du tout. Certains ont mis l'argent. Allez, crache-le. Non, Qui? je ne dirai Non, mais pas attendez, ce matin. Tu vois les cuivres là? Oui, Tu vois les cuivres d'eau. là? On les vide et on Les met cuves l'argent d'eau. là-bas. Il y a eu des descentes. Il y a eu des descentes d'argent Ouais. dans des bâtiments où l'argent se trouvait dans des cuves. Et qui a dénoncé? Ce sont des travailleurs de la maison. C'est-à-dire, on voyait chaque soir le patron dire à des agents on montait chaque soir là-haut. Les agents de la maison ne savaient pas ce qu'on faisait en haut là-bas parce que l'eau ne descendait plus. À la place de l'eau, c'est l'argent qu'on mettait. Donc, la CRIEF a pu mettre la main sur cet argent, des milliards de francs guinéens et de dollars. Mais c'est de qui, Antoine? On n'a pas dit à l'antenne ce matin. Okay. Ce qu'il faut retenir, c'est que si la famille Kamano a mis pour elle dans un coffre-fort, d'autres cadres l'ont mis dans des cuves, d'autres les ont mis dans des tuyaux pour cacher l'argent. C'est terrible, certains ça. ont creusé dans leur maison pour creuser dans la terre pour cacher l'argent. Wow. Il y a eu des cas comme ça. Ouais. Donc, Les grandes gueules. c'est une affaire qui forcément va révéler tous ses secrets. Ouais. Parce que les noms cités ici, on ne peut pas d'emblée faire incriminer Richard Kamano pour dire parce que c'est sa famille, donc c'est lui qui est concerné. Mais pour qui sait comment les choses se passent en Guinée, c'est normal qu'on se pose des questions. Mais je pense que les débats qui ont lieu vont nous aider. J'ai demandé à Ali Touré de venir dans cette émission. Ça fait une semaine carrément je suis derrière lui, mais c'est assez compliqué. Parce que Soya Kamano qui est parti, je me dis que il va... Tamba Soy Kamano, il faut le rappeler. Voilà. Tamba Soy Kamano qui est parti, certainement la coule douce hors du pays. On attend de voir combien lui restera à son retour en Guinée. Voilà. Allez-y, ma grande Mafoudia. C'est pas faux ce que vous dites là. Voilà. Espérant qu'il est vivant. C'est pas faux ce que vous dites. Voilà. Mafoudia Bangoura avec nous. Mafoudia, bonjour. Bonjour l'ami. Voilà, bienvenue. En vrai sauce Guinée. J'adore. Alors, c'est l'histoire à dormir debout. T'es sonné aussi comme Antoine. Hein? Ouais. Mais après, je pense qu'on ne devrait plus être sonné pour ça en Guinée parce que ça fait un bon moment qu'on entend des choses comme ça. Mais ce qui se passe là, c'est un peu le scénario de on s'entend, on s'aime bien quand tout va bien, mais quand ça va pas bien, on se descend. Et tant mieux pour la justice guinéenne parce que ça permet d'avoir une idée sur certaines personnes, sur certaines choses qui se sont passées. Effectivement, dans un tel scénario, la question que moi je me pose personnellement, c'est l'implication réelle de ce directeur national du budget par rapport à un entrepreneur, même si de ce côté aussi on peut bien fouiller. Mais aujourd'hui, au niveau de la CRIEF, ma préoccupation c'est de savoir est-ce que justement ce directeur national a quelque chose à voir avec ce montant amassé et gardé. Est-ce que justement dans l'obtention de ces montants, il a été dérobé de l'argent qui devait servir à la population
Est-ce que tel est le cas? Je pense que si on parvient à comprendre tout ce mécanisme du côté de la CRIEF, on saura quoi faire. Parce que du côté de l'entrepreneur aussi, on peut se dire que quand on entreprend, vous avez plus d'opportunités de se faire de l'argent. Mais même là, il y a un certain nombre de choses qu'il faut respecter. Par exemple, un entrepreneur ne peut pas se promener avec de l'argent. Il y a les banques pour ceci et vous devez pouvoir déposer l'argent. Parce que effectivement, même si l'argent vous appartient, quand même, lorsque vous êtes dans un pays organisé, vous ne pouvez pas vous déplacer avec un certain montant. Vous ne pouvez pas garder à domicile un certain montant parce qu'il y a des banques aussi qui tournent avec toute cette manne financière des entrepreneurs. Qu'est-ce qui a fait que ce montant s'est retrouvé dans une maison? Et puis quand on écoute un peu les explications de Mara et de Djiba, on a l'impression que la dame en sait plus qu'elle ne prétend. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce une colère saine pour elle de donner le nom de ce monsieur? Est-ce que si son fils n'était pas inquiété aujourd'hui, elle aurait eu cette démarche qu'elle a eue maintenant? Donc, c'est peut-être avec le travail de la CRIEF, on saura situer les responsabilités, mais pour moi c'est aussi simple que cela. C'est une famille qui s'est entendue lorsqu'il y avait la possibilité de trouver de l'argent, de se partager l'argent, que tout le monde trouve son compte. Aujourd'hui, ça ne va pas parce qu'on parle de vol et on va devant la CRIEF. Encore une fois, moi je pense que le plus important c'est de savoir est-ce qu'il y a un lien avec le directeur national, oui, Richard, le directeur national du budget. Est-ce que l'argent, l'ancien général, est-ce que l'argent dont on parle, il a quelque chose à voir? Et est-ce que ça a été pris au compte de l'État guinéen? Là, évidemment, la CRIEF est bien située pour pouvoir faire toute la lumière dessus. Voilà. Mafoudia Bangoura. Vous êtes chez les GG sur Radio Espace.